Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Soft Revolution, les masterclass du management. Kim Kardashian a capitalisé sur sa notoriété pour créer sa marque de lingerie Skims, valorisée aujourd'hui 5 milliards de dollars. Dr. Dre a vendu sa marque de casque Beats à Apple pour 3 milliards. Rihanna a lancé Fenty Beauty, également valorisé plusieurs milliards. Alors si la notoriété d'un dirigeant peut créer autant de valeur, tous les dirigeants doivent-ils devenir des ambassadeurs publics de leur entreprise? Doivent-ils impérativement devenir des influenceurs sur les réseaux? Jusqu'où doivent-ils aller? Doivent-ils prendre position dans les débats de société? Pour nous aider à répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Dessau. Benoît travaille depuis près de 25 ans comme producteur et se fait rejoindre les talents et les marques. En 2008, il crée sa propre société de production. Il rejoint ensuite TF1. Chez TF1, il bâtit toutes les pièces du pôle talent pour faire des personnalités de la chaîne de véritables relais de croissance. Puis ensuite, chez M6, il devient directeur du développement de M6 Unlimited avant de choisir l'entrepreneuriat et lance Brandzone, un média B2B qui décrypte l'influence. Very Important Parents, une communauté qu'il a co-créée avec Marie Perrano, et le Z Project, un événement parisien qui réunit entrepreneurs et marques autour de l'entrepreneuriat. Le personal branding, si c'est bien fait, ça peut te servir. À l'inverse, si c'est mal fait, ça peut te desservir. Il faut être surtout dans le partage d'expertise. Parce que si tu es trop auto-centré sur toi, sur tes produits ou sur ta marque, ça marchera pas. L'authenticité, c'est le facteur clé. Après, tous les dirigeants n'ont pas forcément une patte littéraire ou une patte journalistique. Pour les gens qui n'ont pas ce talent d'écriture, tu peux très bien dire à ChatGPT ou Claude ou d'autres IA, dire voilà, il y a eu telle actu. Moi, je pense que cette actu est intéressante parce que ça. Et à l'inverse, je pense que c'est pas intéressant. Donc là, il va un peu te structurer ton texte. Et après, tu remets un peu ta patte en disant tiens, j'aime pas ce mot, j'aime pas cette formulation, etc. Là, ça peut être intéressant. Il faut que l'IA, pour moi, reste une aide et pas ton écrit, pas ton auteur. Bonjour Benoît, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Alors tu es un grand spécialiste des marques, tu les as côtoyées sous tous leurs accès. Peut-être qu'on peut d'abord définir, c'est quoi une marque? Une marque, c'est une entreprise qui va vouloir mettre en avant sa marque, c'est ce qu'elle a créé, pour valoriser soit ses produits, ses services, se faire connaître et faire un peu de business autour de ça. Aujourd'hui, beaucoup de dirigeants se positionnent, beaucoup de dirigeants prennent la parole, certains restent dans l'ombre. C'est ce sujet que j'aimerais qu'on explore aujourd'hui ensemble. Plaisir. En 25 ans de carrière, tu as acquis une conviction, c'est que les médias possèdent des actifs très puissants, mais qui sont très largement sous-valorisés. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en dire plus Bien sûr. Alors, ce qu'on entend par actif, ça peut être très large. Moi, j'ai travaillé 20 ans chez TF1 et j'ai fait 1 an et demi chez M6. Quand on parle d'actifs dans les médias, ça peut être des talents, ça peut être des marques. Ce qu'on appelle les marques, c'est des programmes. Comme ça peut être créer aussi du contenu et ce qu'on va mettre en ligne via maintenant les plateformes digitales. Et les chaînes se sont lancées maintenant dans la diversification. Il y a, alors, tout dépend des chaînes, tout dépend des groupes maintenant, parce qu'on parle de groupes médias dans toute chaîne. Mais maintenant, il y a une bonne dizaine d'années, certaines le font plus ou moins bien que d'autres. Et en tout cas, on s'aperçoit effectivement que dans la partie diversification, les stratégies des groupes sont totalement différentes. Je vais prendre un exemple très concret. Les marques, par exemple, si tu prends le groupe TF1, ils ont créé une agence qui s'appelle TF1 Licensing. Ils sont, je crois, entre 15 et 20 personnes qui travaillent au quotidien, aussi bien autour des marques du groupe TF1. Ce qu'on appelle les marques, c'est des programmes, soit Koh-Lanta, The Voice, etc., qui vont décliner soit sous forme de jeu, soit sous forme de, tout ce qui va être possible à faire de déclinaison en termes de marque. Là où, par exemple, chez M6, il y a une personne qui gère ça, et le but, en tout cas chez M6, c'est uniquement de servir des EPS, ce qu'on appelle une EPS, une opération spéciale. En gros, quand une marque, je prends l'exemple de Top Chef, quand Auchan, par exemple, veut activer la marque Top Chef pour faire une campagne publicitaire, c'est ce qu'on appelle une OPS. Et chez M6, par exemple, quand ils activent une marque, c'est vraiment uniquement autour des EPS, là où chez TF1, c'est devenu un vrai business. Chez TF1, comme je te l'ai dit, ils activent les marques du groupe TF1,
ils activent aussi d'autres marques qui vont acheter, donc ils agissent limite comme une agence presque indépendante. Donc ça c'est un exemple. Et il y a aussi la partie talent. Donc moi j'ai créé pour le coup le pôle talent chez TF1 en 2016-17 par là. Donc au départ on s'est aperçu que les animateurs du groupe faisaient beaucoup de business, que ce soit en événementiel. Événementiel, c'est animer des conférences ou animer des événements, ou même en influence, parce que même si l'influence est récente, le fait de prendre des personnalités pour faire des pubs, c'est vieux pour le coup. Et on s'était rendu compte que beaucoup d'animateurs ou d'animatrices faisaient des campagnes avec des marques sans que le groupe puisse y dire son mot. Et en fait, ça posait plusieurs problèmes. Le premier, c'était un problème d'image. Parce que parfois, un animateur pouvait être sollicité par une marque et la chaîne ou le groupe ne pouvait pas être d'accord parce que la marque ne correspondait pas à l'ADN de la marque, etc. Ou alors, ça pouvait poser problème parce que, je prends un exemple, c'est un faux exemple, mais c'est pour être très concret. Imaginons que tu avais un animateur qui négociait un deal avec Pepsi, par exemple, et que le groupe était en train de négocier un gros contrat avec Coca. Tu vois, ça pouvait poser problème en termes de deal. Après, il y avait aussi un deal d'argent, du coup, puisque on partait du principe que non, c'est pas valable pour tous, mais pour la plupart, que les animateurs du groupe étaient aussi connus parce que ils étaient mis à l'antenne du groupe, que ce soit sur TF1, TMC ou d'autres chaînes. Et que, en fait, quand une marque faisait appel à un talent, donc on va dire qu'il y avait une marque faisait appel, on va dire, à 80% pour son talent, que ce soit pour ce qu'il dégage comme image, etc., mais aussi parce qu'il était sur TF1. Et on s'était dit à l'époque qu'il était légitime qu'on soit garant de l'image de nos animateurs et que le groupe TF1 puisse aussi prendre sa partie financière sur la partie deal. Et donc, on a créé ce pôle talent. Et l'idée était d'accompagner les animateurs et animatrices dans les partenariats avec des marques, que ce soit sur la partie événementielle ou influence. Et donc là, on s'est structuré, on a mis ça en place, on a mis des process en place. Et au final, ça s'est très bien passé. Ça a été une belle réussite. Juste avant de reprendre cet épisode, quand on pilote un réseau de distribution, un chiffre compte plus que tous les autres. Le pourcentage de partenaires vraiment engagés avec votre marque. Et derrière, il y a tous les signaux alarmants, des revendeurs qui ne répondent plus, d'autres qui poussent la concurrence, des formations jamais terminées, des animations lancées dans le vide. En 2026, les écosystèmes partenaires sont plus stratégiques que jamais. Oubliez les emails et les Excel qui ne motivent personne. Pour accélérer les ventes de votre réseau, il vous faut la bonne plateforme. Et là, pas besoin de chercher midi à 14h, il y a Incentive, le partenaire de ce podcast, spécialiste de l'engagement des réseaux de distribution. C'est la plateforme tout en un, amplifiée par l'IA, qu'utilisent Orange, Groupama, Procter & Gamble ou LG Electronics pour animer leurs milliers de partenaires en Europe. C'est jusqu'à 20% de chiffre d'affaires supplémentaire généré par le programme dès les premiers mois. Challenge de vente ludique, formation interactive, récompenses, dashboard de performance. Tout est centralisé au même endroit sur mobile et vos partenaires suivent leur progression comme dans un jeu en temps réel. Alors, si vous voulez arrêter de piloter votre réseau à l'aveugle, rendez-vous sur incentive.com, incenteev.com ou cliquez sur le lien. Maintenant, on retourne à l'épisode. À qui appartient la marque d'un animateur ? À lui. Et donc, mais maintenant, quand on est employé dans un média, on n'est pas complètement libre de ce qu'on peut faire de sa propre marque. Alors si, parce qu'en fait, chez TF1 comme chez M6 ou comme dans les autres chaînes, en aucun cas on impose à quelqu'un de faire un deal. Nous, notre travail, c'est soit de gérer l'entrant, soit de démarcher par rapport aux affinités d'un animateur. Mais ça va se faire en stratégie. C'est-à-dire que je prends l'exemple de Denis Brognard, par exemple. Donc on se rencontre régulièrement, on dit tiens Denis, quel produit ou quel service ou quelle typologie de secteur tu voudrais faire en partenariat. Et donc à partir de cet échange, on construit une stratégie, on démarche les marques. Et ensuite, on allait voir, en l'occurrence Denis, et on disait à Denis, bah tiens, tu m'as dit que tu étais intéressé par les voitures, et il se trouve que Nissan pourrait faire un partenariat avec toi. Mais au final, c'était le seul à avoir le final cut. Jamais un groupe média, ou même une agence, en tout cas là où j'ai travaillé, on imposait à un animateur de faire un tel ou tel partenariat. Il est resté maître à la fois de son image, de ses budgets. Nous, on était juste là en tant qu'agent, donc on faisait nos recommandations, mais le mot final était à l'animateur. Alors l'animateur, il a une visibilité, un reach immédiat grâce à l'émission qu'il coordonne, qu'il anime. Les dirigeants d'entreprise, ils n'ont pas forcément cette visibilité au moins au départ. Comment est-ce qu'on doit travailler quand on est chef d'entreprise à cette marque ? Quels sont les enjeux du personal branding d'un dirigeant ?
Alors, le personal branding, déjà, il faut savoir le faire. Parce que il y a plein d'agences, hein, comme je pense aux Surligneurs ou au Crayon Group, qui font ce genre d'activité. Mais le personal branding, déjà, il faut savoir qu'est-ce que tu veux mettre en avant. Parce que souvent, ça peut être pour des dirigeants de start-up, pour des avocats, pour même des médecins maintenant en font. Le premier point, c'est déjà qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas raconter, et comment tu vas le raconter, et comment tu vas te mettre en scène. Et donc, c'est pour ça que nous, on recommande souvent, quand tu fais du personal branding, alors il y en a qui le font tout seuls, il y en a qui vont le faire avec de l'IA, ils vont dire, tiens, je sais pas, je suis avocat, tape les textes. L'importance du personal branding, c'est l'image qu'on va donner sur les réseaux. Alors c'est vrai qu'on va l'utiliser soit sur Instagram, TikTok, si on vise plutôt une clientèle B2C, ou plutôt LinkedIn, si on est sur une clientèle B2B. Et pour moi, c'est important de se faire accompagner. Hein. Ça peut être, je sais pas, un coach, une agence, ou par qui tu veux. Parce que la façon dont tu vas t'exprimer, la façon de comment tu vas le dire, et même le décor a une importance aussi sur ça. Et donc, pour revenir à ta question, je pense que c'est très important, effectivement, déjà de comprendre comment ça marche, de savoir comment tu veux le faire. Alors, quand je dis comment, est-ce que tu veux le faire, je sais pas, ça peut être un podcast, par exemple, est-ce que tu veux le faire en vidéo? Donc, tu vas être face cam et tu vas raconter des choses. Mais le personal branding, ça marche aussi maintenant aussi beaucoup en photo, en post. Donc, il y a différentes formes pour le faire. Donc après, libre à chacun de choisir la sienne, parce que parfois, il y a des gens qui sont pas forcément très à l'aise devant une caméra, donc qui vont préférer l'écrit. D'autres, au contraire, ils sont de très bons orateurs. Donc là, effectivement, on peut aller face cam, raconter des anecdotes. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut raconter des choses intéressantes. Paradoxalement, quand on fait un bon personal branding, on vend pas son produit. Parce que si tu vas face cam et que tu vends, je sais pas, des prestations de droit, que tu parles que de ça, ça va pas intéresser. À l'inverse, si on prend l'exemple d'un avocat, mais que tu vas donner des conseils, des tips sur du droit ou sur des situations du quotidien, là, ça va marcher. Parce que tu vas donner des conseils, tu vas partager ton expertise, et là, ça peut être intéressant. Même dans le podcast, quand tu reçois un invité, moi, ça m'est déjà arrivé, toi, je pense aussi, et que tu as un invité qui vient dans un cadre très promo, qui dit, ah ouais, moi, je suis meilleur, je fais du personal branding, faites appel à moi. Bon, c'est pas intéressant. Par contre, si la personne vient, te raconte des anecdotes, te raconte des choses concrètes, des choses, voilà, ou des expériences, là, c'est intéressant. Et là, tu vas pouvoir commencer à intéresser ton audience. Et c'est tout le travail du personal branding, c'est de savoir ce que tu vas raconter, comment tu vas raconter, sous quelle forme. Et là, effectivement, une fois que tu le fais, tu peux commencer à construire ton audience et à intéresser les gens dans ton partage d'expertise. J'ai un certain nombre de dirigeants dans mon entourage qui disent, mais en fait, c'est pas mon truc, c'est pas mon métier, et je préfère rester en retrait. Qu'est-ce que tu penses de cette posture? C'est légitime. Encore une fois, alors j'ai plus le nombre d'entreprises, mais il y a des centaines de milliers d'entreprises en France. Heureusement, tous ne font pas du personal branding. Après, il y a des tas d'entreprises pour lesquelles c'est pas utile. Tu vois, quand tu branches pas des commerces de proximité, par exemple, il n'y a pas forcément d'utilité à faire ça. En fait, pour moi, le personal branding doit être utile si uniquement le dirigeant en a l'envie. Mais c'est pas une fin en soi, c'est pas une obligation. Il y a des tas de gens qui, tout à l'heure, on parlait d'un exemple. On citait William Gouaché, par exemple, qui avait monté Clémentine, qui l'a rendu. Tu vois, il a jamais fait de personal branding et sa boîte a marché. Donc, c'est une forme de marketing de la boîte et du dirigeant. Il y a aussi un peu un ego trip parce que ça plaît aussi aux dirigeants de se mettre en avant, mais c'est pas une obligation, c'est pas une fin en soi. Ça peut aider. Parfois même, on se rend compte que les dirigeants sont plus connus que leur boîte. Tu vois, on pourrait prendre l'exemple de Justine Hutto, par exemple, qui a monté Respire, ou de Carole Juge, qui a monté June, par exemple, où en fait les créateurs deviennent plus stars que les produits. Bon, maintenant, les produits ont marché, ou Kelly Massol, par exemple. Donc, encore une fois, c'est pas une fin en soi, c'est une opportunité, comme d'autres vont prendre du marketing direct ou d'autres formats de pub, mais en aucun cas, c'est une obligation. Est-ce qu'il y a des gens à qui tu ne conseillerais pas de faire du personal branding? Les gens qui sont pas forcément à l'aise face caméra, les gens qui n'ont pas forcément l'utilité, je sais pas, les médecins par exemple, demain tu prends un rendez-vous chez le dermatologue, à chaque fois je trouve jamais de créneau, ou les magasins de proximité, encore une fois, n'ont pas forcément besoin. Mais voilà, faut partir du principe où c'est vrai que maintenant il y a un peu un effet de mode sur le personal branding, mais c'est pas une fin en soi. Je pense que ça peut t'aider dans ton développement personnel, mais aussi dans celui de ta boîte.
mais c'est pas non plus une obligation. Donc si tu es à l'aise, fais-le. Par contre, si tu le fais, il faut être régulier. Parce que tu as des dirigeants qui vont dire, tiens, moi je vais faire un post le 5, tiens, après j'ai pas le temps, je vais en faire un 15 jours après. Donc si vraiment tu veux que ce soit utile, il faut avoir une régularité et être régulier. Mais c'est pas en aucun cas une obligation. Alors, il y a plein de médias possibles qu'on peut utiliser pour le personal branding. En B2B, c'est beaucoup LinkedIn, mais on voit maintenant les podcasts, il y a les réseaux sociaux, les TikTok, Instagram, etc. Comment est-ce qu'on coordonne, parce que c'est une petite marque, entre guillemets, la marque des dirigeants, un personal brand. Comment est-ce que tu t'accompagnes tes clients sur comment choisir les bons canaux, comment trouver les bons messages? Est-ce que c'est des formats courts, des formats longs? Ça paraît, tu vois, quand on rentre dans cet univers de marque, on voit tout de suite un directeur marketing avec une équipe par canal, voilà, et on se dit finalement toute cette réflexion, il va falloir que je la condense juste sur une personne, et ça paraît presque submergent. Comment est-ce qu'on simplifie l'exercice avec un dirigeant qui a bien sûr un temps limité à y consacrer? Alors, je ne sais pas si on peut le simplifier, parce que je pense qu'il faut d'abord travailler un peu la stratégie. Déjà, première chose, c'est à qui tu t'adresses. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, est-ce que tu vends, je sais pas, par exemple, de coachs, par exemple, qui vendent des formations, personal branding, immobilier, ce que tu veux. Ils vont plutôt avoir sur des sites B2C. Donc là, tu vas aller plutôt sur TikTok, Instagram, etc. Si tu as une audience plutôt B2B, tu iras plutôt sur LinkedIn. Après, au niveau des formats, là, c'est pareil, c'est qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Est-ce que tu veux mettre ton expertise? Est-ce que tu veux mettre en avant ton réseau? D'où l'intérêt d'un podcast, par exemple, ou pas. Les formats courts, aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux sur le réseau. Tu vois, aujourd'hui, typiquement, ce qui marche bien, c'est les dirigeants qui font des interviews et tu découpes l'interview, tu sais, en plusieurs formats réels que tu peux diffuser, je sais pas, en 10, 20, ou plusieurs fois. Il y a des agences qui le font très bien. Et donc, voilà, en fait, tout dépend de la stratégie. Qu'est-ce que tu veux raconter? Comment tu veux le raconter? C'est presque du sur-mesure. Quand quelqu'un te dit tu fais ça, ça marche pas. Il faut déjà comprendre qui est ton client, ce qu'il veut raconter, et à partir de là, tu peux établir une stratégie en disant voilà, tiens, demain, tu t'adresses, je sais pas, à une cible B2B par exemple. Regarde, tiens, effectivement, on va plutôt privilégier LinkedIn. On va faire ce qui est recommandé, c'est plutôt 2-3 posts par semaine. Et là, pareil, il faut alterner, c'est-à-dire que tu peux avoir des posts vidéo, tu peux avoir des posts, enfin un post avec des photos ou carrousel. Et établir effectivement une stratégie de ce que tu vas raconter. Tout à l'heure, on parlait de ça, d'anecdotes. Il faut être surtout dans le partage d'expertise. Parce que si tu es trop auto-centré sur toi, sur tes produits ou sur ta marque, ça marchera pas. Il faut donner pour recevoir, quoi. Exactement. Tu vois, moi, je me souviens, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Un jour, j'ai accompagné un talent sur Légende, tu sais, le podcast de Guillaume Play. Et j'avais la chance de connaître à l'époque un mec qui est génial, que tu vas connaître certainement, qui est Mathias Bacchino. Et on avait fait un rendez-vous avec Mathias et Christopher, qui était l'invité de Légende à l'époque. Et c'est Mathias qui m'a dit, même quand tu viens dans Légende, ne viens pas raconter ce que tu fais. Raconte des anecdotes, des expertises, des conseils. Et c'est ça qui marche. Et les gens qui viennent pour ne me parler que d'eux, ça ne marche pas. Donc pour revenir à ta question, quels canaux, etc., c'est du sur-mesure. Ça dépend à qui tu t'adresses, ça dépend ce que tu vas raconter, ça dépend qui tu as en face de toi. Donc ça s'établit vraiment sur du sur-mesure. Certains dirigeants nous disent, mais en fait, je sais pas très bien quoi écrire et sur quoi écrire, parce que j'ai mon business, mais comme tu dis, il faut pas être trop auto-centré. J'ai mon écosystème sur lequel j'ai des avis, mais qui peuvent être divergents par rapport à des partenaires, par rapport à des concurrents. Et puis, j'ai tous les sujets de société très larges sur lesquels on voit certains dirigeants intervenir, notamment sur l'univers économique. Finalement, comment est-ce qu'on trouve sa patte? Parce que tout le monde n'est pas écrivain, tout le monde n'est pas rédacteur. Comment est-ce qu'un dirigeant il va trouver, ou comment il se fait accompagner pour trouver son angle? Alors, il y avait pour moi dans cette question, il y a une question sous-jacente, c'est la question que tu as posée. Il y a qu'est-ce qu'on va raconter, comment on va le raconter. C'est effectivement qu'est-ce que tu vas raconter. Moi, c'est souvent la question qu'on me pose, et même moi, je l'ai posée à des gens qui sont experts dans le domaine. Le jour, j'étais avec Caroline Mignot, qui est un peu l'experte en personal branding,
Et je lui dis, mais comment tu fais pour trouver des sujets comme ça tous les jours, aussi passionnants, divers et variés? Et en fait, ça dépend de plein de choses. Déjà, tu peux faire l'actu. En économie, il se passe plein de choses. Tu vois, on parlait tout à l'heure de Mathias Bacchino. Typiquement, c'est ce qu'il fait. Typiquement, il fait, alors je sais plus quel jour, mais je crois que c'est tous les dimanches, il fait un live à 18h. Et en fait, lui, il sort sur l'actu. Donc, il dit, bah, tiens, en ce moment, il y a la canicule, quelles sont les conséquences de la canicule? En ce moment, il y a la guerre en Iran, quelles sont les conséquences de la guerre en Iran? Donc déjà, on peut se baser sur l'actu et donner son point de vue. On peut décrypter ça. Alors, tiens, par exemple, donc là, alors je l'ai pas regardé, mais il a parlé de la canicule en expliquant que il y avait des impacts sur l'économie, etc., etc. Il y a ça, et puis après, faut se faire des listes, enfin, faut se faire des thèmes, en disant, bah tiens, moi je suis spécialiste dans l'économie, bah tiens, de quoi on peut parler, de la dette, de ci, de ça, et après on peut s'aider. Alors soit il y a plusieurs solutions, soit effectivement tu peux prendre ce qu'on appelle un ghostwriter, les gens qui vont rédiger pour toi, donc tu payes au poste ou au mois, il y a des forfaits. Typiquement, laquelle je suis beaucoup et que j'aime bien son travail, c'est Doris Naon, qui est aussi une des meilleures et qui en plus a une histoire assez incroyable, qui est très forte. Et puis après, il y a aussi ceux qui vont utiliser l'IA. Pour le coup, c'est pas cher. Tu te prends un abonnement à 20 euros, que ce soit Claude ou ChatGPT, ou ce que tu veux. Et là, ça peut aussi t'aider pour les gens qui n'ont pas de budget ou pas de temps à consacrer. Bah là, tu dis, bah tiens, moi je fais tel métier, puis il va te donner des thèmes, et puis après, puis tu peux un peu décliner aussi. Donc voilà, encore une fois, tu peux surfer sur ton expertise, sur l'actualité, sur ce que tu as envie de partager. Mais ce qui est assez rigolo, par exemple, moi je me sers beaucoup de LinkedIn parce que j'ai une cible très B2B. Mais dès que tu as une actu un peu forte, je sais pas, Trump qui est président, le gagnant de Roland Garros, plein d'actu comme ça, le lendemain tu vois, je sais pas, 1000 experts qui ont 1000 avis sur le sujet, c'est assez rigolo. Moi j'essaye toujours un peu d'aller à contrevent de ça parce que être le 1001e avis, ça m'intéresse pas. Donc je vais attendre quelques jours, puis je vais du coup plutôt raconter, bah tiens, regardez, c'est 1000 experts qui ont raconté ça. Et bon, force est de constater que ça marche, qu'il y en a plein qui le font, qui ont plein de likes. Mais pour le coup, je trouve que quand tu fais ça, tu sors pas beaucoup du lot. Parce que si t'es le 987e à raconter, je sais pas, tiens, Trump est président, donc, etc., etc. Bon. Puis après, ça peut être des anecdotes aussi, des choses que tu as vécues, tu vois, des choses que tu as vues. Mais ouais, c'est un vrai travail personnel à faire sur mesure, quoi. Donc tu peux te faire aider mais tout dépend du temps, de ton budget. Mais c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, tu as des tas d'outils mis à ta disposition pour écrire, concevoir des photos, des vidéos. Même les photos, tu peux faire des choses assez formidables avec l'IA. Alors on voit de plus en plus de messages qui sont aseptisés, qui sont très bien écrits, qui sont bien structurés, et des points clés. Et clairement, ça a été écrit par l'IA. Est-ce que finalement ça va pas atteindre très rapidement ses limites parce qu'on va être débordé de ces messages-là? Est-ce qu'il ne faut pas qu'un dirigeant y retrouve finalement de l'intimité dans sa communication pour que ça soit authentique? Alors l'authenticité, c'est le facteur clé. Après, tous les dirigeants n'ont pas forcément une patte littéraire ou une patte journalistique. Donc c'est là où ça peut être intéressant. Mais en fait, ce qu'il faut pas, c'est, je sais pas, je prends l'exemple de Trump qui est élu il y a un petit bout de temps président. Mais si tu fais ce sujet-là, il faut pas dire, ah, tiens, ChatGPT, fais-moi un sujet sur ça. Là, effectivement, c'est pas intéressant. Par contre, pour les gens qui n'ont pas ce talent d'écriture, tu peux très bien dire à ChatGPT ou Claude ou d'autres IA, dire voilà, il y a eu telle actu. Moi, je pense que cette actu est intéressante parce que ça. Et à l'inverse, je pense que c'est pas intéressant. Donc là, il va un peu te structurer ton texte. Et après, tu remets un peu ta patte en disant, tiens, j'aime pas ce mot, j'aime pas cette formulation, etc. Là, ça peut être intéressant. Mais effectivement, il faut que l'IA, pour moi, reste une aide et pas ton écrit, pas ton auteur. Ok. Entre un dirigeant qui a de l'influence et un dirigeant qui a une notoriété, il va y avoir une différence d'impact sur le business. Est-ce qu'on arrive à mesurer l'impact d'un investissement dans du personal branding et comment on le mesure? Est-ce qu'il y a des indicateurs à suivre? Non, pour moi, l'influence, c'est toujours plus fort que la notoriété. Parce que tu peux être connu et pas forcément dégager une bonne image. Ça sert à rien. Ouais. Voilà. À l'inverse, quelqu'un d'influence, quelqu'un qui a un pouvoir sur son audience. Et là, ça peut être intéressant pour le coup.
Je vais te donner un cas concret. Moi, j'ai accompagné pendant très longtemps un coach en immobilier qui s'appelle Christopher Wangen, qui était le premier à se lancer en 2017 de mémoire. Au départ, il était conseiller en gestion de patrimoine. Il a fait ses premières formations en présentiel. Après, il est passé en digital et il a rencontré un gros succès. Et là, il est devenu influent pour le coup. Et c'est ça aussi aujourd'hui la force, notamment des créateurs de contenu ou des dirigeants, pour revenir à ton sujet, parce que un dirigeant, qu'on le veuille ou non, un dirigeant qui va faire du personal branding devient mécaniquement un créateur de contenu. Même B2B, B2C, même si maintenant on parle beaucoup de B2B. Et donc, Christopher, effectivement, il était plutôt en format B2C. Et donc, c'est le personal branding qu'il a construit autour de ça, lui a acquis. Donc, il avait évidemment ce savoir, cette science qu'il a mis en avant. Et après, quand il a créé des produits, que ce soit des formations sur l'investissement immobilier ou d'autres services sur l'immobilier, le fait d'avoir cette crédibilité, d'avoir cette influence, ça l'a aidé à vendre. Un dirigeant, c'est pareil. Si demain un dirigeant se fait connaître sur LinkedIn, on peut parler de Mathias Bacchino par exemple, ou de William Boichet qui commence, pas dans son métier, mais en tout cas se faire connaître, j'entends. Effectivement, ils vont acquérir une influence. Et après, cette influence, c'est qu'est-ce que t'en fais? Est-ce qu'elle est juste là pour te faire connaître et te valoriser auprès des marques, toi en tant que créateur? Ce qui est le cas de Mathias, par exemple, parce qu'en fait, lui, il travaille avec Trade Republic, la banque. Donc, il n'a pas de vente directe avec et encore Coco Schmitt, parce qu'il a sorti un bouquin. Mais en tout cas, il ne va pas vendre de choses comme ça directement à son public. À l'inverse, tu as des gens qui vont vouloir créer une audience et du personal branding pour derrière leur vendre des produits. Ce qui était le cas de Christopher. Donc l'influence peut servir à plusieurs choses, mais parfois même les deux. Et autant tu peux être connu et ne pas avoir une audience engagée, ce qui était beaucoup le cas en télé, par exemple. Je ne sais pas non ce que je suis un peu délicat, mais tu as beaucoup d'animateurs ou d'animatrices qui ont eu des grosses audiences en télé, mais qui n'est pas forcément une communauté engagée. Ils vont la suivre parce qu'il va animer telle émission et qu'il aime bien, etc. À l'inverse d'un créateur où tu vas aller faire l'effort de t'abonner parce que son contenu t'intéresse. Et c'est là où c'est un peu là où tu fais la différence entre l'influence et la notoriété. Les deux sont compatibles aussi, attention. Il y a des animateurs qui sont aussi très influents et vice versa. Et donc, ça pour dire qu'effectivement, l'influence que tu vas construire avec tes contenus, c'est ça qui fera que derrière, tu peux soit aller générer ce qu'on pourrait appeler la diversification, vente de formation, produits dérivés, est-ce que tu veux, webinaires, etc. Ou alors, ça peut être toi parce que, comme tu vas obtenir cette crédibilité auprès de ton audience, du coup, les marques vont vouloir faire appel à toi en disant, tiens, finalement, il y a une communauté qui est hyper engagée, donc ça m'intéresse de passer par toi pour toucher cette communauté. Oui, là, ça devient quasiment un autre métier, quoi. Exactement. Ça devient un autre métier. Est-ce qu'il faut rentrer dans du contenu avec des controverses? Parce qu'on voit que sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui font le plus réagir et donc qui ont le plus de vues. Et si un influenceur, il se focalise uniquement sur le nombre de vues qu'il a, et d'où la question sur les indicateurs à suivre, tu vois, on peut rentrer dans des zones un peu grises. Quels indicateurs, toi, tu suis pour un influenceur et quels conseils tu lui donnes sur ces sujets qui peuvent être sujets de débat? Alors, la controverse, je suis toujours un peu dubitatif sur ça. Il y a effectivement, je dirais plutôt le terme clivant. Tu vois, il y en a un qui est très fort dans ce domaine, c'est Anthony Bourbon, tu vois. Pour le coup, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais ça fonctionne. Tu vois, les chiffres qu'il a fait dans Blast sont juste assez incroyables. Donc, je dirais pas forcément qu'il faut aller dans la controverse parce que, mécaniquement, qui dit controverse dit clivant. Et aujourd'hui, on s'aperçoit quand même, malgré tout, que les créateurs qui marchent le mieux, ou même les décideurs, ou enfin, tu mets le mot que tu veux dessus, sont quand même ceux qui sont plutôt dans l'authenticité. Tu vois, on peut prendre l'exemple du média positif. Tout à l'heure, je te parlais d'entrepreneurs, que ce soit Carole Juge ou d'autres. C'est des gens qui vont plutôt partager des bonnes nouvelles, qui sont plutôt dans le partage d'expertise, dans le partage de conseils. Tu vois, il y a Masdac aussi, je sais pas si tu vois, qui marche bien aussi dans tout ce qui est un peu économie, droit, etc. Donc pour moi, ce qui va marcher le mieux, c'est vraiment quand tu vas être dans le quotidien des Français.
Même, tu vois, il y a un avocat, j'ai plus son nom en tête, là, Avi Bitton, je crois, qui va donner plein de conseils. Il y en a un autre, j'ai plus son nom, mais qui donne des conseils plutôt en droit sur, tiens, est-ce qu'on peut se garer là, ou comment ne pas payer une amende, etc. Donc, si vraiment tu veux marcher, je pense que c'est plutôt vraiment le partage de conseils très pratiques dans le quotidien des Français, que ça touche le droit, la parentalité, d'autres sujets. Je pense que si vraiment tu veux marcher, il faut être très factuel, très concret, et apporter de la valeur à ce que tu vas partager comme information. Sur les réseaux sociaux, on voit parfois des guerres de communicants, surtout des grandes entreprises qui vont challenger, se moquer d'un concurrent, mais gentiment, avec la com qui répond. Comment est-ce qu'on gère cette dynamique où tu vas interpeller finalement quelqu'un d'autre, qui peut être un concurrent, qui peut être un partenaire Est-ce que ça, c'est des mécaniques qui marchent? Est-ce que ça se travaille aussi? Alors, ce que ça se travaille plus souvent, c'est de la réactivité. Oui. On a les deux exemples qui sont les plus connus, c'est McDo et Burger King et Pepsi et Coca, par exemple, où effectivement McDo et Burger King s'étaient affrontés à coup de pub en disant, tiens, pour aller Burger King, tu dois faire, tu vas à droite, à gauche, à droite, t'avais une pub qui était super longue, puis après t'avais, nous, McDo, on est au bout de la rue à droite. Et plus récemment, mais ça peut être aussi pas forcément versus des concurrents. Tu vois, par exemple, tu as eu le cas là récemment du Crédit Agricole avec Cédric, et ce qui est parti au départ d'une boulette, tu vois, ils ont été assez malins, ce qui était rare pour une banque, parce que souvent les banques sont très longs à la détente. Tu vois, ils ont été hyper actifs et hyper malins dans leur communication, et au final, ça les a aidés. Donc, tu peux donner le détail pour ceux qui ne le connaissent pas? Oui, alors je sais plus trop l'histoire, mais en gros, il y a un stagiaire qui s'appelle Cédric, qui on ne sait pas comment il a fait, qui bossait au niveau de la sécurité, et il se trouve que le jour où il a fait ça, ils étaient tous en convention, donc il n'y avait pas beaucoup de gens. Et il a voulu faire un test, et ça devait pas partir chez les particuliers, et tous les gens qui étaient clients du Crédit Agricole ont reçu une alerte de ce fameux Cédric. Il était un test, donc il n'y avait pas de fraude, etc. Et donc panique au sein de la banque, parce qu'ils se disent, mais comment une banque qui est censée avoir des trucs ultra verrouillés avec des process et des machins, comment, entre guillemets, un stagiaire peut envoyer, je crois que c'est 18 millions de clients, comment on peut envoyer un message à 18 millions de clients. Donc, ils ont un peu rebondi sur ça, ils ont changé 2-3 trucs sur Instagram, etc., pour rebondir un peu sur ça. Et voilà, c'était plutôt malin, pour le coup. Et voilà, mais pour revenir à ta question, tu peux savoir le faire, mais il faut savoir être très actif, pour le coup, et être opportuniste, et être plutôt malin. Et plutôt dans l'humour, pour le coup, pour que ça marche. Est-ce qu'il y a des collaborations qu'il faut envisager pour renforcer la notoriété les uns des autres voilà, est-ce que avoir une stratégie de collaboration, ça peut être aussi Quand tu parles de collaboration, c'est entre... Pas au sens commercial, mais plutôt au sens, tu vois, avec un partenaire, on va avoir une stratégie de communication commune. Et quand tu parles de partenaire, c'est quoi, une agence, ou un client, ou un fournisseur, ou tu vois, communiquer ensemble, tu vois, pour faire bloc et bénéficier finalement des communautés respectives des personnes qui communiquent ensemble. Ça se fait beaucoup sur l'influence, pour le coup, mais plutôt que des créateurs, où effectivement, quand tu vas faire, le même principe, quand tu as un média et que tu invites une personnalité, on va faire ces fameux cross-posts pour faire des partages de personnalités. Après, entre marques, c'est quand même plus rare, pour le coup. Parce que, ça se fait, tu vois, par exemple, je m'étise, tu peux avoir une marque de lave-vaisselle qui va faire un deal avec un cuisiniste, par exemple. Parce que ça fait sens. Mais je sais pas, demain Darty, une campagne avec Whirlpool, ça crée sens. Donc tout dépend comment c'est fait. Faut que ce soit bien fait. Ou tu vois, typiquement, là, la Coupe du Monde, alors, je sais pas si c'est le cas, mais tu vois, LG aurait pu faire une campagne avec Darty, par exemple, en disant, bah tiens, on vous fait une offre pour la meilleure télé possible pour regarder le mondial. Donc oui, ça peut être le cas. Faut que ce soit bien fait. Parce que l'avantage, c'est que ça coûte moins cher, parce que du coup, les coûts sont divisés par 2. Ou parfois, c'est le distributeur qui paye pas, c'est la marque qui paye, je t'épisse. Mais bon, c'est au cas par cas. Donc oui, ça peut être une bonne opportunité, parce que partage de communauté, donc parfois, effectivement, tu réduis les coûts aussi, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Mais oui, ça peut être plutôt assez malin, mais encore une fois, il faut que ce soit bien fait. Parce que quand un consommateur voit 2 marques,
bon, ça peut aussi cannibaliser. Mais quand c'est malin, quand c'est bien fait, quand il y a un peu de second degré, ça peut être une belle réussite. Et à l'inverse, si c'est mal fait, ça peut aussi desservir. Tout à l'heure, tu me disais que est-ce qu'une bonne pub peut servir une marque, oui ou non? Moi, je pense pas. Pardon. Alors, je suis désolé, c'est pas le plus récent, mais tu vois, l'exemple que j'ai en tête date, mais c'est celui qui me vient tout de suite. Quand t'as le LCL qui a fait une campagne avec Gad Elmaleh, on n'a jamais eu le fameux histoire, mais bon, je sais pas si tu te rappelles de cette campagne, tu sais, où t'as Gad qui est sur scène, il fait des sketchs, sauf que c'est pas hyper drôle, on peut dire pas drôle. Lui-même l'a reconnu d'ailleurs. Et ils ont mis ça en télé à tout va, et au final, ça a desservi la marque, parce que du coup, et même Gad d'ailleurs. Et donc tout ça pour dire que moi, je pense pas que toutes les bonnes pubs soient des bonnes pubs, et que faire apparaître toi, c'est pas forcément ce qu'il faut en ce moment. Et tu crois que c'était prévu? Qu'ils essayaient de faire un buzz autour du fait que c'était pas drôle? Non, je pense pas, connaissant l'agent de Gad et connaissant un peu Gad, enfin, de très loin, mais non, c'est pas du tout le genre. Au contraire. Mais parfois, c'est que ce que tu veux faire et ce que tu vas faire percevoir du public, parfois il y a un monde, quoi. Et voilà, tu vas faire une blague, tu vas la trouver drôle, puis au final, en télé, ça rend moins bien, quoi. On a parlé de personal branding pour les dirigeants. Est-ce qu'un manager, un directeur de département, est-ce qu'il doit aussi travailler son personal branding au-delà de reposter ce que l'entreprise lui demande de poster dans ses programmes d'advocacy? Alors ça, c'est un vrai sujet. Le premier point, c'est vraiment ce que je lisais un peu sur ça ce matin. Le premier point, c'est que si tu le fais, il faut t'assurer que ce soit bien vu, déjà. Parce que, imagine, je sais pas, tu es directeur marketing ou communication, et que tu commences à te mettre en scène dans des vidéos, tu fais des posts et des machins. Déjà, la première question à te poser, c'est comment ça va être perçu par tes supérieurs. Ça, c'est le premier point. Donc déjà, si tu le fais, assure-toi que tes patrons soient pas jaloux, soit ce soit mal fait, parce que pour le coup, c'est comme eux qui te payent à la fin du mois. Ensuite, le deuxième point sur lequel il faut être vigilant, c'est qu'est-ce que tu vas raconter. Est-ce que tu vas raconter des choses de ta boîte? Auquel cas, il faut faire un peu de warning, parce que ça peut être très délicat, voire mal perçu. Si tu racontes, je sais pas, des choses secrètes ou des choses que tu voulais pas dire. Tout ça, c'est souvent aussi un vrai sujet sur est-ce qu'un salarié est habilité à parler de la boîte sur les réseaux. Parce que moi, je sais que par exemple, dans les grosses boîtes, ce qui est le cas chez TF1, chez M6, quand tu veux prendre la parole, alors déjà, tout le monde n'est pas habilité à prendre la parole, ça c'est un premier point. Et en plus, quand tu veux prendre la parole, il faut que tu t'aies assuré avant d'avoir eu l'accord de ta direction de la com. Bon. Voilà, ça, on va dire, c'est des premiers préambules à mettre en place. Après, si tu veux faire toi un personal branding, mettons que tu es directeur de la com et que tu veux le faire sur ta spécialité, oui. Je sais pas, sur comment communiquer, comment réagir, comment gérer une com de crise, etc. Là, ça peut être intéressant. En amont, quand même, vérifier auprès de ta hiérarchie si ça les gêne pas. Mais maintenant, on s'aperçoit quand même que c'est une vraie force. Tu vois, on parlait des directeurs de la com, maintenant, tous les ans, tu as, je sais plus quel magazine sort ça, je sais plus, Stratégie ou un truc comme ça. Ils sortent le classement des directeurs de com les plus influents. Les plus influents sur LinkedIn. Et après, ils font un post, tiens, j'étais élu meilleur. Donc oui, mais pas n'importe comment. Donc voilà, assure-toi déjà auprès de tes patrons que ce soit OK et que tu parles pas trop de ta boîte quand même. Mais après, c'est un vrai plus parce qu'on s'aperçoit quand même que aujourd'hui, alors je sais pas si c'est forcément le but, mais si demain t'es DIRCOM et que tu dis bon bah tiens, potentiellement j'aimerais bien changer pour avoir un meilleur salaire, une plus grosse boîte ou je ne sais quoi, effectivement le fait de te mettre en avant dessus, ça peut t'aider à te mettre en avant devant des recruteurs, devant des boîtes, etc. Donc oui, mais pour le coup avec prudence. J'aimerais qu'on parle un peu maintenant de l'impact de l'IA sur ces actions de personal branding. On est maintenant capable de cloner une voix, on est capable de cloner un visage. On voit maintenant des vidéos de personnes réelles qui sont synthétisées à partir de juste un texte. Qu'est-ce que tu penses de ça pour quelqu'un qui est pas très à l'aise face à une caméra, par exemple? Est-ce qu'il peut pas juste enregistrer sa voix, enregistrer son visage, appuyer sur le bouton et puis avoir une vidéo de lui qui raconte son histoire
Parce qu'on sait que les vidéos ont plus d'impact que juste un texte. Ouais, il y a encore que ça se discute. Mais alors sur ça, moi j'ai toujours un peu du mal. Pour moi, ce que je te disais tout à l'heure, l'IA c'est un outil. Donc tu peux l'utiliser pour améliorer ton contenu, pour te donner des conseils ou pour t'orienter sur des stratégies. Mais tout faire avec l'IA, moi je suis un peu sceptique. Et comme tu le soulignais aussi, c'est que l'IA enlève un peu cette touche à l'authenticité. Donc que tu te serves de l'IA pour, je sais pas, pour avoir des idées de sujets, pour aller chercher de l'info, pour structurer ton contenu, oui. Après, tout faire avec l'IA, notamment des vidéos avec toi, moi ça c'est moins mon truc. Donc je dirais l'IA, oui, mais plutôt avec prudence. Parce que c'est, tu vois, encore hier, j'avais des gens qui étaient invités chez moi et j'étais avec un ami qui connaissait pas grand-chose à l'IA. Tu vois, je l'ai pris en photo, j'ai fait mon petit prompt et je lui ai montré la même photo. Il y avait Kylian Mbappé à côté, tu vois. Sa fille de 5 ans était là. Elle a fait, mais papa, comment t'as fait? Donc, tout ça pour dire que, en fait, avec l'IA, tu peux aussi tromper beaucoup les gens. Donc, pour moi, l'IA doit rester un outil utile et pratique, mais pas tout remplacer non plus. Et on va finir sur une utopie. Aujourd'hui, il y a des influenceurs avec des millions de followers qui sont des personnages virtuels. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut avoir un porte-parole d'une entreprise ou un influenceur lié à une entreprise qui soit pas le dirigeant qui se mette à risque directement, mais qui puisse être un personnage virtuel? Alors moi, je dirais non. Je serais contre parce que déjà, ça renverrait pas une bonne image, je pense, au niveau de la presse ou des gens qui te regardent. Peut-être dans 15 ou 20 ans, enfin, peut-être 10 ans en tout cas. Mais je pense que même pour la presse, tu vois, quand tu as un porte-parole qui fait une conférence de presse, qu'elle soit en présentiel ou en distanciel, les gens aiment bien l'humain quand même. Ne serait-ce que pour pouvoir poser des questions à la fin. Donc voilà, l'IA doit rester un outil, mais ne doit pas remplacer l'humain, en tout cas pas surtout. Tu vois, l'autre jour, j'ai échangé avec une fille qui a justement une agence de com, et qui me disait, moi aujourd'hui, je prends plus de stagiaires, je prends plus d'alternants, parce que ça me coûte de l'argent, ça me coûte du temps, de la formation, et en fait, l'IA peut le faire à la place, que c'est par exemple, peut monter des agents IA, etc., etc. Et alors, ok, c'est pratique, tu gagnes du temps, tu économises de l'argent, mais in fine, le modèle marche pas. Parce que, bah, tu vois, les stagiaires sont des futurs salariés, et donc il faut aussi apprendre à ces gens-là, comme tu apprends aux alternants, c'est important aussi, je trouve, de rentrer un peu dans le cercle vertueux. Donc, avoir un porte-parole en IA, moi, je ne recommanderais pas. Voilà. Ne serait-ce que par rapport à la perception que peut avoir la presse ou les gens qui vont regarder. Ça ferait un peu fake, je trouve. Quelle est ton utilisation la plus bluffante de l'IA? Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus dans ton usage quotidien? Moi, je fais un truc tout bête, par exemple, quand je tourne des podcasts, j'utilise des plateformes qui, en fait, parce qu'en fait, avec ton podcast, quand tu vas former des réels, tu sais, pour mettre un peu en avant le podcast, bah, si tu remontes il y a 3-4 ans, pardon, tu regardais, tu devais tout regarder, choisir ton passage, le couper, le monter, rajouter ton logo, faire les textes, les synthés, enfin bref. Ça pouvait te prendre 2-3 heures. Là, aujourd'hui, tu peux plugger ton podcast sur une plateforme, ça va prendre 5 minutes, il va dérocher, choisir le meilleur moment, mettre les sous-titres. Après, tu peux aussi, si tu veux rajouter des petits zooms ou des petits b-roll, etc. Donc ouais, pour moi, l'usage le plus bluffant, c'est ça. C'est peut-être assez basique pour le coup, mais j'avoue que moi, ça me fait gagner un temps fou et c'est assez pratique. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes aujourd'hui sur leurs compétences? Quelles sont les compétences qu'ils doivent développer face à un monde qui se transforme? Moi, je trouve que de manière générale, si on prend au niveau de l'éducation des élèves, je trouve que les matières les plus importantes, on les enseigne pas ou peu. L'IA, pour le coup, est hyper important. Parce que tu vois, même maintenant, mais même dans 5-10 ans, t'imagines, on travaille quasiment qu'avec ça. L'éducation financière, tu vois, il y a une loi qui a été votée ou qui est en cours de vote, je sais plus. On va dire aux collégiens, tiens, tu vois, j'ai plus le détail, je suis désolé, mais je crois que c'est 4 heures. Mais tu veux former quoi et qui à 4 heures? Tu vois, je pense qu'on est en France
beaucoup trop sur la théorie et pas sur la pratique. Tu vois, tout à l'heure, on parlait aussi de s'exprimer devant une caméra. En gros, c'est ce qu'on appelle l'art oratoire. Tu vois, c'est hyper important. Tu vois, aux États-Unis, c'est ce qu'ils enseignent. En France, on ne le fait pas. Tu vois, je vais te donner un exemple. Éric Dupond-Moretti, c'était pas le meilleur en droit quand il était à la fac, mais il était le meilleur en art oratoire. Et tu vas regarder la carrière qu'il a fait. Bon, après, c'est un gros bosseur pour le coup. Donc voilà, les matières enseignées, c'est ça, c'est IA, éducation financière, art oratoire. Après, voilà, j'ai pas tout en tête, mais en tout cas, on va dire c'est les principales matières qui sont importantes. Je pense qu'il faut qu'on anticipe maintenant la vie de demain et quels sont les sujets, effectivement. L'oratoire, c'est important parce que tu seras toujours amené à t'apprendre, à devoir prendre la parole dans les médias, en conférences, en conventions, ce que tu veux, ou même pour vendre, tu vois, tout simplement. Demain, si tu sais pas aligner 3 phrases, comment tu veux aller vendre un produit, convaincre une banque, même pour toi, pour, je sais pas, faire un prêt, etc. Comme l'éducation financière, tu vois, les gens, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que quand tu mets de l'argent sur un livret A, tu perds de l'argent. Ah, ils te disent, bah si, parce que il y a 1,5. Je sais pas, mais si tu as une inflation à 5 et que tu as un taux à 1,5, mécaniquement, tu perds des sous, quoi. Donc, après, je dis pas forcément je dis pas qu'il faut former les gens, tu vois, au Bitcoin, etc., mais au moins au basique, tu vois, immobilier, bourse, voilà. Et donc, moi, je mettrais plutôt un accent sur ça. Ok. Un dernier conseil à donner à un dirigeant qui veut se lancer dans ce grand sujet du personal branding et qui ne sait pas très bien comment faire? Bah, si c'est pas trop comment faire, c'est de se faire accompagner, c'est d'aller voir une agence, un coach, un expert. Aujourd'hui, tu as des gens indépendants, tu as des agences qui le font très bien. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de l'agence du surligneur, qui est l'agence du crayon, qui accompagne des dirigeants, des entrepreneurs. On a reçu Sixtine Moulet-Berthaud il y a quelques semaines ici. Qui est la meilleure en ce domaine. Voilà, qui va t'accompagner à la fois sur soit au niveau de la presse, pour parler de toi, je parle dans les échos, etc. Ou soit pour travailler ton contenu sur les réseaux. Mais voilà, essayer de se faire accompagner, c'est important, je pense. Je te disais, agence, coach ou ce que tu veux. L'IA peut être aussi une source, mais le problème de l'IA, c'est que si tu l'as pas bien formaté, elle aura tendance à te dire ce que tu veux entendre. Donc, ou à faire des messages pas très authentiques finalement. Oh, complètement. Donc voilà, c'est effectivement ce que tu as envie de faire, est-ce que tu es prêt à passer devant la caméra ou pas. Mais c'est pour ça que se faire accompagner, c'est important parce que il faut établir une stratégie, il faut établir un plan d'action, préparer tes contenus à l'avance, voir tes photos, tes vidéos, etc. Après, tu peux essayer seul, mais c'est un peu à tes risques et périls, quoi. Parce que le personal branding, si c'est bien fait, ça peut te servir. À l'inverse, si c'est mal fait, ça peut te desservir. Donc c'est comme tout, que ce soit quand demain tu veux acheter un bien immobilier, tu veux investir de l'argent en bourse, tu veux faire ci. L'important, c'est de se faire accompagner par un expert qui va pouvoir te donner les bons conseils par rapport à toi. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, parce que tu me disais sur quel mot il faut aller. Bah, tout dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend à qui tu t'adresses, quel message tu veux donner. Parfois, tu en as certains qui peuvent être complémentaires. Même ton personal branding, parce que parfois, tu as des gens qui veulent s'adresser à du B2C comme à du B2B. Et tes messages, tu vas pas les écrire de la même manière. C'est-à-dire que sur LinkedIn, tu seras plus dans le partage d'expertise. Là où sur Insta, tu seras plus dans l'authenticité, dans le côté grand public. Donc, même parfois, si c'est un même contenu, tu auras 2 discours différents selon la plateforme. 2 dernières questions qu'on pose à nos invités. C'est quoi ta plus belle expérience de management? Ma plus belle expérience de management? Alors, je vais te répondre un peu à côté, mais ce sera la plus belle, parce que c'était pas en soi du management, c'était plutôt quand j'ai créé le pôle talent chez TF1 en 2020. Il y a une fille qui est arrivée dans l'agence qui s'appelait Géraldine. Donc on était binômes. C'est pour ça qu'il n'y avait pas un lien de management hiérarchique, mais comme elle n'y connaissait rien, je l'ai formée à ça. Et ce qui était génial sur ça, c'est moi je l'ai vraiment pris comme une aide, parce que j'étais tout seul dans le service. Et même s'il y avait un lien un peu de grand frère, tu vois, à petite sœur, parce que je l'ai un peu formé à ce métier-là, c'était un vrai binôme, parce qu'on était vraiment complémentaires. Et voilà, et aujourd'hui, c'est même devenu une amie, tu vois. Et elle est devenue une super professionnelle. D'ailleurs, elle fait même des chiffres plus importants que moi, tu vois, chez TF1. C'est pour dire, mais tu vois, même ça, je suis hyper content pour elle.
Donc, ouais, je suis désolé, je réponds pas directement à ta question. Mais en tout cas, ma plus belle expérience humaine sur un parti pro, c'était sans aucun doute Géraldine, parce que voilà, il y avait cette complémentarité. Et si je vais un peu en ta question, je trouve que parfois le côté aussi manager peut être un peu dangereux. Enfin, dangereux, je m'exprime. C'est qu'en fait, tu vas un peu casser aussi, si tu veux, ce côté d'égalité que tu vas avoir. Moi, dans mon service, à l'époque, j'avais 2 filles qui bossaient ensemble. Une était la supérieure de l'autre, hyper copines dans la vie. Limite, elles avaient cassé, tu vois, cette frontière de manager. Elles sortaient et un jour, bon, je reparle en détail, une histoire de mec, peu importe. Et en fait, ça a cassé le truc. Donc, ouais, pour moi, la plus belle expérience que j'ai eue, c'était ça. Et après, côté transmission, finalement. Ouais, je pense que c'est important quand tu es dans la transmission et dans le partage de faire évoluer les gens avec qui tu bosses. Oui. Puis en plus, moi, pour le coup, alors j'ai pas eu beaucoup de managers, j'en ai eu 3-4 dans ma vie. Et moi, en management direct, ouais, j'ai toujours eu des petites équipes. Et c'est pas forcément toujours très simple parce que tu dois être à l'écoute des gens, tu vois, il y a beaucoup de gens, alors je prends pas Sextile, mais c'est son frère Valent qui me disait ça. En fait, quand tu embauches quelqu'un, par définition, il faut que tu prennes quelqu'un qui soit meilleur que toi dans ce secteur-là. Voilà. Et il a raison, pour le coup. Mais le management, ouais, c'est très compliqué parce que tu dois être à l'écoute, tu dois être juste, tu dois valoriser les gens, tu dois leur apprendre des choses. Mais voilà, moi, pour le coup, ma plus belle expérience, elle n'était pas en management, elle était en binôme, pour le coup. C'est une belle expérience. Et est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement? Oh, je suis pas un homme de citation, moi. Ou une personnalité? Citation, enfin, c'est pas une citation qui existe en tant que telle, mais en gros, alors si, il y en a une, mais je l'ai plus, c'était Anthony Bourbon qui l'avait sorti, mais qui disait en gros que un idiot qui avance ira toujours plus vite qu'un intelligent qui reste assis. Tu vois. Alors c'était pas un mot pour moi, mais c'est l'idée, quoi. Et bien grâce à toi, on avance et on est un peu plus intelligent. Voilà. Immense merci d'être venu nous partager ton expérience sur le personal branding et sur la gestion de marque au sens général. Merci à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode de Soft Revolution, les masterclass du management. Merci.